Tout départ, c'est deux colocataires, à peu près vos âges, et donc Sébastien et moi, qui, lors d'une bonne soirée, se disent « chiche, on ferait bien une transat ». Puis c'est resté à l'état de projet pendant 30 ans. Ah oui, de base, on voulait retaper un bateau dans ton jardin. On voulait acheter une épave, la retaper pendant 1 an, faire une transat avec... Putain, on serait mort. Je pense qu'on serait mort. Un des plus gros points du budget, c'est 2000 € GPS de ouf. Trop bizarre. Enfin bon, on était un peu des bleus. C'est énorme. À l'époque, c'était pas pour Enfants du Mékong, mais c'était plutôt pour Soirée du Mékong. Une association dont s'occupe depuis longtemps Enfants du Mékong. En fait, c'est une entreprise solidaire qui fait des soirées. Et puis en fait, on se dit qu'Enfants du Mékong, ça serait plus facile à porter comme couleur. Et c'est de là qu'est venue l'appellation contrôlée géniale de Parrain Marin, dont Seb a la paternité. Et c'est une double course. Une course transatlantique et puis une course au parrain. Pour motiver des personnes à rentrer dans cette intuition géniale d'Enfants du Mékong, qui est de dire finalement j'ai une relation personnelle avec un enfant en Asie du Sud-Est qui n'arrive pas, qui ne peut pas aller à l'école. Et en fait, on contribue par un don qui est la valeur d'un paquet de clopes ouais, chacun son truc, moi je fume pas, mais voilà, et pour une somme finalement assez modique, ça change la vie d'un enfant. Et le concept est génial parce qu'on lui écrit tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, tous les mois, enfin chacun fait selon, pour être en contact avec lui, il nous répond. Et c'est vraiment un super cadeau à donner, même à ses propres enfants ici, pour rétablir une relation personnelle entre deux enfants à l'autre bout du monde. Sawadee krap, bonjour à tous. Enfants du Mékong, c'est depuis 65 ans l'histoire d'une personne qui dit oui, je veux ouvrir mon cœur pour permettre à un enfant de sortir de lieu d'indignité, de lui dire qu'il a la chance d'être un garçon ou une fille et pas un objet et qu'il peut avoir un avenir en allant à l'école. Ça fait 65 ans qu'on voit des merveilles de vie qui basculent. Notre ambition, c'est d'être une grande famille dans 7 pays d'Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en Birmanie, aux Philippines. Et notre objectif, c'est de dire oui, jamais de créer, mais de répondre aux appels d'Asiatiques qui nous disent « s'il vous plaît, on connaît la situation de ces familles, de ces enfants, aidez-nous s'il vous plaît ». Avec une vision qui est très simple, c'est que les enfants pauvres et souffrants sont les modèles de responsabilité de leur pays. Ça veut dire que j'espère qu'Enfants du Mékong va disparaître et que ces enfants que nous parrainons, vont prendre le relais à notre place. On a posé de manière simple la question à Guillaume en disant « mais combien il y a d'enfants qui n'ont pas de parrain ?» Il nous répond 600. J'ai dit « on va en chercher 600 ». On était dans le rush permanent pour préparer le bateau, qui n'était pas du tout pré-course. Et puis surtout, il y a eu un entraînement. On affale tout, on commence à mettre les pare-battes, etc. Et à un moment, bam, sidéré, on se retrouve dans le quai avec un trou comme ça, large comme ça dans la coque. Et ça, c'était 1 mois et demi avant le départ. Et là, tu as géré la réparation de manière exceptionnelle. Le bateau a été remis à l'eau l'avant-veille du départ, avec un petit problème. On a découvert que qu'après 5 ou 6 jours après, il y avait un mini trou dans la coque, et l'eau suintait et remplissait le bateau peu à peu. On s'en est aperçu après le départ, au milieu du golfe de Gascogne, quand on avait une demi-tonne de flotte dans le bateau. Et donc, sans s'arrêter, en course, on a réparé les traves. On était au nord du golfe de Gascogne, un peu avant Cap Finistère. On continue, on passe le golfe de Gascogne dans des conditions toujours un peu sportives que vous connaissez de cet endroit-là. Et là, le pilote automatique pète. Et donc on a barré, et toi notamment, une nuit complète, là. On barrait sans arrêt, quoi, et dans le golfe, donc pas dans les conditions les plus confortables. Jusqu'à Madère. Et puis là, on s'est arrêté, on est tombé sur ce fameux olivier que tout le monde connaît à Madère, qui a vraiment des doigts en or et surtout qui est d'une gentillesse extrême parce qu'on est arrivé tard le soir et à minuit, il était dans le bateau. Et donc, il nous a réparé et la réparation qui est en place, c'est toujours celle qui fait office, qui a largement tenu. Alors là, vous venez d'entendre le cri du Seb en furie. Regardez-moi ça comme c'est beau. On longe les Canaries, puis on commence à traverser, quoi.
Et 3-4 jours après les Canaries, 2-3 jours après, je sais plus. On a entendu un gros bruit. Le safran s'est fendu longitudinalement. Et moi, ce que j'ai trouvé finalement assez beau dans cette histoire, c'est que Dabo a pris conscience que c'était mort, qu'il fallait faire demi-tour un soir. Et moi, j'étais encore dans ma tête, dans la course, en me disant, mais si, on va continuer, on va y aller. Et ta délicatesse à attendre, toi, que je me rallie à la décision naturelle, normale, qu'il fallait prendre, c'est faire demi-tour pour naviguer sur l'autre bord avec le safran qui tenait. Voilà, moi j'ai mis la nuit à la prendre. C'était assez beau dans notre amitié finalement de se dire on se calait l'un sur l'autre pour la prendre ensemble. C'était un beau moment. On s'est retrouvé au Cap-Vert un peu désemparé et forcément un peu déçu. Et en même temps, c'était quand même un très beau moment et c'est demeuré une aventure extraordinaire. On a été transportés de voir combien ce projet créé un engouement qui nous a totalement dépassés. Oi, tanta saudade, saudade, saudade. Oi, tanta saudade, saudade sem fim. On voulait acheter une épave, la retaper pendant un an, faire une transat avec... Mais en fait, papa arrive à nous convaincre que globalement, c'est quand même beaucoup plus sympa, t'as une émulation de course de malade et tout. Tu rentres dans un cadre, ça va te forcer à vraiment bien t'entraîner, à faire les choses bien. Et au bout de même pas 2 jours, on lui dit... Ok, Dac. On lui dit, vas-y, Banco, t'as raison, on va s'inscrire à la Cap Martinique 2024. Et on regarde un peu les bateaux, mais assez rapidement, on voit que l'option racheter leur bateau, l'ancien bateau par un marin, c'est la meilleure option. Let's go. Let's Donc go. on signe en janvier 2023, je crois. Ok. Acte naturel. Allez, premier week-end d'entraînement, let's go. On est déjà dernier. Bon, c'est le premier entraînement. Le IC de ski nous prend environ une demi-heure à 3/4 d'heure. Donc en fait, une fois qu'on a fini le IC, c'est le moment d'affaler. Temps de hissage d'environ 10 allers-retours sur le bateau. Oula, tu l'as pas accroché sur la cloche. Bon voilà, ça c'est bien qu'on immortalise ça, ça fait partie des... Ça permet de bien se rendre compte de notre niveau quoi. On va voir aussi nos petits Bauderville, l'organisateur de la Cap Martinique. Ouais. On va le voir au salon nautique. Ouais, c'est vrai. Il dit globalement, vous êtes un peu des clampins. Allez voir Orlabay, parce que sur un malentendu ça peut passer avec un an d'entraînement. Mais en gros, il nous a dit, il y a du boulot quoi. Alors Orlabay, le principe d'Orlabay, c'est de former des gens à la course au large. Donc nous, on se dit chouette. Chouette, génial. Un truc pour les débutants. Qui va nous former de bout en bout. Et donc on arrive en janvier. C'était le début d'Orlabay, encore, des premiers entraînements en plus, donc pas beaucoup de gens. Ouais. Petite salle, objectivement, pas mal de crânes dégarnis en visu, quoi. Premier entraînement, on se prend quand même une claque parce qu'on se fait déposer par tout le monde. Alors on savait qu'on n'était pas fort, mais là, du coup, on s'en est vraiment rendu compte. Réveil un peu matinal, on a notre premier parcours un peu officiel. On va sûrement finir un peu tard, mais au moins on va essayer de faire tout le parcours. En fait, on a fait demi-tour parce qu'on n'avait pas rechargé les batteries. Voilà. Donc en fait, on sort, premier bord de près, puis ça se met à biper partout.
On a préféré rentrer par mesure de sécurité parce que pas de pilote, parce que pas de VHF. Parce Parce qu'un qu'il y a safran, pas de GPS. un safran qui se décroche tout seul aussi. Donc, chose qu'on apprend ce week-end, mettre la batterie à charger. Nos journées bricolage au début, c'est on a une liste de trucs à faire dans la journée, et à la fin de la journée, la liste de trucs qu'on avait à faire, on a toujours à les faire, mais on a découvert d'autres trucs en plus qu'on va devoir faire les journées d'après. Le domino de l'enfer là, je sais pas à quoi il sert quoi. Je pense que si on fait ça, le domino, t'as la ligne de la batterie qui arrive dessus. Pas vrai, mensonge, mensonge. What the fuck, mec, c'était bon. À tous de comité, voici les intentions du comité pour cette journée. Le premier départ concernera les IRC doubles sur le parcours côtier numéro 18. On est encore en course. Skipper, c'est le meilleur. Actuellement, c'est Vianney. Voilà. Donc en fait c'est ça. Non mais le mec déjà il m'a rien prévenu. Et en fait il me met skipper pour que je prenne toutes les responsabilités qui sont. Si jamais on a une merde, c'est moi qui prenne juridiquement. Tu vois ça a été. On avait un objectif, c'était de faire la Trinité Cause l'été. Donc un parcours, c'est une course qui part de la Trinité-sur-Mer et qui va à Cause, donc c'est vers Southampton, sud de l'Angleterre. Et voilà, le but c'était que le bateau soit prêt. Après 4 mois, retour au bateau. J'atterris, je pense que je reste même pas 24 heures à Paris après 4 mois au Brésil. Et je file direct en Bretagne, on prépare le bateau et on part. Du coup, moi j'avais pas navigué depuis 4 mois et la dernière fois qu'on allait naviguer, on galérait à hisser le SPI. C'était sa première nave de nuit. Moi, c'était la première fois que je naviguais plus de 24 heures, donc je faisais vraiment du large quoi. À deux, on n'avait jamais navigué plus de 4 heures. C'est ça. On n'avait jamais fait de régate. Globalement, on se dit bon, ça va le faire, let's go. On arrive, je suis plus 26e sur 36, un truc comme ça. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Nous, on est contents, surtout on est hyper soulagés d'arriver, explosé de fatigue. C'est quoi le premier truc qu'on va faire à Cause? On va aller voir la capitainerie. Non. On va se doucher. Non. Ah, on prend une bière. Ouais. 2 jours après, je crois, l'arrivée, il y avait le départ de la Cause d'Inard, une autre course, un peu plus courte, qu'on n'avait pas prévu de faire. Et en fait, on s'inscrit le matin même, parce qu'on était trop contents et tout le monde la faisait. Dans l'été, on s'est enchaîné 7-8 jours en mer. Et globalement, on a commencé à prendre un peu d'assurance. Je pense que ça a participé à notre apprentissage, à notre entraînement. Donc assez cool. Mais moi, à ce moment-là, j'ai quand même trouvé ça assez dur. En fait, le retour, même, c'était au près. Ah, c'était un peu nul. Chiant, il y avait pas beaucoup de vent, il pleuvait. Et j'ai trouvé ça super chiant. Et je me suis dit, en fait, je suis pas sûr de vraiment aimer ça. Oh, waouh. Et donc, on arrive à la Trine, et là, on devait partir en gros une semaine après pour Lisbonne. Et il y a du boulot. Ouais, le gros sujet, ce sont les safrans. On bosse pendant une semaine en se disant ça va le faire. Jusqu'à la veille du départ, on a même acheté toute la bouffe pour partir. Le bateau, il était prêt. En fait, il y avait vraiment un problème de fond à faire avec des professionnels, globalement, qui n'étaient pas hyper dispo à ce moment-là. Et donc, on abandonne l'idée d'aller à Lisbonne. Et on sort le bateau de l'eau. Bon bah voilà, on a sorti le bateau de l'eau. Et le bateau va rester là jusqu'à début septembre. Et ensuite on peut commencer le chantier. Donc sur les safrans, on va, j'espère, tout refaire à neuf. Plus avoir de problème.
Bon, journée compliquée. On a hier soir à 23h, on était encore à Paris à une cérémonie à Dauphine pour trouver des sponsors. On est parti à 4h du matin ce matin pour arriver à 10h pour remettre le bateau à l'eau. Et maintenant, on a repris les entraînements, c'est le bonheur. Ensuite, saison automne, on met le bateau à l'eau, il progresse bien à ce moment-là. Puis là, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a à la baie, il y a plein d'autres bateaux qui arrivent, avec des projets similaires aux nôtres, des jeunes, des niveaux qui sont un peu plus disparates, et donc on se retrouve un peu plus dans le groupe, quoi. Gros succès aujourd'hui, on vient de finir un parcours et on est 4e sur une dizaine de bateaux. Ça marche nickel. On s'en sort super bien, ça progresse, let's go! Et le truc qui nous a bien aidé aussi à progresser, c'est notre qualification. Donc on est parti en fin novembre, il faisait un peu froid, c'était pas la meilleure période, mais du coup, ça nous a aussi bien, ça nous a bien forgé. On n'a pas eu des très grosses conditions, il faisait froid, mais il n'y a pas un seul moment où on ne s'est pas senti en confiance sur le bateau. C'est ça. Et ça, c'était quand même très cool. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là on est vraiment devenu à l'aise, qu'on maîtrisait ce qu'on faisait. Après ça, on a quand même fait un petit chantier en hiver, on a pas mal bossé. Et au printemps, on arrive avec le bateau qui est nickel, anti-fouling sur les safrans, parce que depuis le début, on était obligé de plonger limite à chaque entraînement pour frotter nos safrans, parce que vu qu'il n'y avait pas d'anti-fouling dessus, il y avait des algues qui se recollaient à chaque fois. Salut à tous, aujourd'hui je vous présente ma machine à lever des bateaux. Ouais, donc c'est quand même 50 chevaux, un moteur de 50 chevaux, tu peux les passer les bateaux comme ça. Donc voilà, il y a 2 axes rotatifs, devant et derrière, qui sont de faire des manœuvres compliquées. C'est bon, c'est là. Voilà le bateau après s'être occupé de la coque pendant 2 semaines. Donc ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a tout, on envoie les images maintenant. On a tout poncé pour arriver à la primaire et pouvoir remettre de l'anti-fouling. Et voilà, donc le résultat, c'est pas parfait, c'est notre première fois. Donc en résumé, coque plus lisse. On va avoir moins de coquillages et d'algues sur la coque. Et donc on se retrouve avec un bateau flambant presque neuf. Donc là vraiment période full kiff, on est trop content et puis on progresse bien. Exactement. On commence à ne plus ramasser les bouées à Hors-la-Baie, puis on est de plus en plus à l'aise sur le bateau, on fait pas mal de gammes notamment sous spi qui nous permettent de bien maîtriser cette voile. Et puis en même temps on prépare un peu le départ. Mine de rien, en fait on était quand même plutôt bien préparés, même au niveau logistique, planning. Tout s'est fait plutôt sans gros stress. Il y avait une petite excitation forcément, mais sans gros stress parce qu'on était bien préparés et on avait anticipé les trucs. Le week-end même du départ, on a eu une foule immense. Par des petits signes, j'ai revécu le départ 2 ans avant. Il y a le bignou sur le port de la Trine. Là, Puis en fait, c'était aussi un peu à ce moment-là où on se rendait compte qu'on faisait vraiment une course, que on pouvait partager tout ce qu'on avait déjà vécu en préparation. Mais toi, attiré dans votre sillage, non mais c'est pas possible. Ils sont en train de se barrer avec notre bateau pour faire notre transat qu'on n'a pas réussi à finir.
fait, ouais. Et puis après, tu vois au fur et à mesure les Zodiacs qui s'en vont, parce que finalement, ils ont école le lundi, quoi. Les gens travaillent. Et donc, ils retournent leur vie ordinaire, et nous, on va vivre un truc extraordinaire. Et là, tu fais « Oh, je suis très chanceux, en fait. Première nuit et pas hyper confort, ça tape pas mal. Moi j'ai un peu la gerbe. Et on arrive au Cap Finistère, on n'est pas si mal placé que ça, on n'est pas très loin des copains à ce moment-là. Troisième nuit, c'est là où on devait se prendre le gros coup de vent. Ouais. On est un peu plein de fioul. Ça va François? Ça va bien. On attend le gros coup de vent, on se prépare. Nœuds, rafale à 40 pendant une bonne, quasiment un peu moins de 24 heures quoi. Ça va être chaud. En gros, ouais, les 24-48 heures qui ont précédé ce truc-là, moi je pense qu'on n'était pas du tout dans le même truc. Moi j'avais un peu peur en me disant, c'est des trucs qu'on connaît pas du tout. Comment nous on va réagir, comment le bateau va réagir. Le vent commence à monter. Nous, en fait, avec un peu de recul, on prend une option un peu casse-cou. C'est-à-dire qu'on coupe au milieu. Et donc, on met un peu de temps quand même à capter quelle config de voile mettre. C'est à ce moment-là qu'on va déchirer notre génois. Parce qu'en fait, on était un peu trop tolé. C'était un génois aussi qui était un peu vieux. Le but, c'était de trouver la config avant que la nuit tombe. Parce qu'après, tout est plus compliqué. Donc, on était avec le petit génois devant, avec la petite voile devant. La grand voile était diminuée de moitié, ouais. Et là on avait un bateau qui était super équilibré, le pilote qui a super bien tenu, on n'a pas touché à la barre de tout ce coup de vent là. Et c'était moi qui étais un peu stressé du coup en arrivant dans cette zone. Il y a plutôt un côté grisant qui s'installe en disant oh, c'est incroyable, c'est des trucs qu'on connaît pas, c'est super joli, le bateau fonctionne bien. Hoist the colors high, heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Bon voilà, hein. Hâte que cet épisode de coup de vent se termine, soit un peu plus tranquille. Un peu plus les vacances en fait. Je crois qu'on kiffe bien les vacances. C'est ça y est. 6.5 hours later. C'est un peu frustrant. Journée dans le petit temps. On va essayer de choper de la brise tout en gardant le cap. Joli spectacle autour de l'eau, Canet. Le canard pas des voiles, voilà. On avance tant bien que mal. Et puis voilà, on espère qu'on aura un peu plus de vent là dans les prochaines heures. Ça ne doit pas forcément être le cas. Mais bon, c'est dur la pétole. Dernier bord jusqu'à Madère, c'est le lendemain. On est dans un angle où on est à la limite du SPI. C'est pas du tout stable, mais ça va très vite. Madère, un moment un peu magique parce que mine de rien on n'a pas croisé énormément de monde la première semaine et là ça fait goulot d'étranglement où tu vois 5-6 bateaux en même temps, tu parles à la VHF avec les copains, on se raconte nos premières semaines, on se marre bien, je pense qu'on est tous contents de parler à quelqu'un d'autre que notre co-skipper, tu vois. Bon alors là, on est le 8e jour de course. Arrivé à Madère en 3e position en temps compensé sur les classements des duos. Donc voilà, on est très très heureux de ce début de course. Et donc là, à la sortie de Madère, on était un peu cramé et on a fait une ou deux petites erreurs stratégiques. C'est pas bien décidé sur le routage, c'est ce qu'on aurait dû faire avant d'arriver à Madère. Et on s'est bien fait rattraper par un grand nombre de bateaux. Je me suis un peu rendu fou
à essayer de faire des montages dans tous les sens, à un peu péter un câble contre la météo, contre le bateau qui avançait pas. Donc Vianney, il faisait table à cartes, barre, table à cartes, barre, et en balançant des jurons, je pense, entre les deux. Parfois, j'entendais des cris de détresse. On le savait pas trop encore, mais on avait pas mal d'algues dans la quille qui nous freinaient pas mal. Bon, François, les sans sas là, les alizés. C'est vrai que c'est pas mal. Grosse. En fait, ce qui est cool, c'est qu'en haut des vagues, on reste sur le surf, je sais pas, pendant 15-20 secondes, ce qui nous donne vraiment une belle poussée et ça nous permet d'avoir des belles sensations de vitesse. Après, voilà, faut tenir le coup, préserver le gréement quand même jusqu'à l'arrivée. Donc pas trop forcer. Mais c'est vrai que c'est tentant d'appuyer un peu sur la pédale. Là on s'emmerde un peu là. Voilà, je profite de ce petit coucher de soleil là sympa pour parler des moments cool de la Transat. C'est des moments de contemplation, on peut un peu réfléchir, faire le point sur sa vie. Attends. Deux putain, non. Chier. Allez, tant pis, parce qu'il y avait deux fois 100. Ouais. Parce que j'étais en train de parler des moments de réflexion, mais... On s'en fout, ça. Putain, c'est les Gaules. Mais les sargasses, je pense qu'on n'imaginait pas que ça pouvait être aussi tôt. Et une fois qu'on a tilté le truc et qu'on les a enlevés, on a gagné un nœud direct. La délivrance, et on commence à faire un point sur la carto. On se dit bon, on a perdu du coup cette place de podium sur laquelle on était. Et là on se dit bon, on va faire du mieux qu'on peut. Il y avait les potes qui étaient du coup passés devant. Et on se met cet objectif-là, on essaie de rattraper les copains quoi. Toujours les concurrents. Right there. Eux, ils nous ont suivis toute la journée. Cette nuit, on était derrière. On les a dépassés dans la nuit. Et on est bord à bord depuis ce matin. Là, il est 18h30. Et on est exactement à la même distance par rapport à eux depuis le début de la journée. C'est assez ouf. Puis là, il y a quasiment une semaine de vent assez soutenu. Où on est sous spi et ça fuse quoi. Ouais. Et donc là, trop cool, sensation de malade. Vraiment la période de pur kiff dans la Transat où on avance vraiment bien. Voilà, le vent est un peu plus fort que prévu, pas forcément orienté comme prévu, donc on descend un peu plus au sud. Mais après, ça fait partie de la logique du truc parce qu'on va essayer d'éviter une petite zone de molle avant d'arriver en Martinique. Mine de rien, on voit qu'on grappille un peu des places. Il n'y a pas eu de moment déclic, mais ça s'est fait assez progressivement. Et dans la dernière semaine, on était avec 4-5 bateaux autour. Donc parfois on se voyait, parfois on se captait à la VHF, c'était sympa. Mais surtout, ça nous boostait vachement quoi. C'était des bateaux qui étaient plus performants sur le papier. Mais nous, on avait un objectif, c'était aller aussi vite qu'eux. Je connais une chanson qui emmerde les gens. Moi je connais une chanson qui emmerde les gens. Moi je connais une chanson qui emmerde les gens. Moi je connais une chanson qui emmerde les gens. Moi je connais. Wapadoudadou. Yeah. Le vent baisse un peu au fur et à mesure, assez régulièrement. Il commence à faire très chaud et puis il y a de plus en plus de sargasses. Donc là, ça devient vraiment un boulot à plein temps d'aller enlever les sargasses dans les safrans, puis dans l'eau de safran, puis la corde à nœud pour enlever les sargasses dans la quille. Ah, c'était vraiment une obsession pendant quasiment une semaine de pas avoir ce truc-là qui te freine de plus d'un nœud, quoi. Es que mi sueño es tropical, brinque y que se puede vacilar.
et déclenché ma balise de sécurité personnelle sans faire exprès. Du coup, les secours ont été prévenus. Et ils ont prévenu mon père, tout le monde a cru que j'étais tombé à l'eau. Voilà, maintenant, mission rassurer le papa. On a voulu essayer le drone. En vrai, on aurait pu au moins faire des plans avant d'essayer d'atterrir. J'ai peur de le perdre. L'arme du crime. Voilà, la terre qu'on a visée pendant 3 semaines. Cette belle île de la Guadeloupe. Mec. Tu vois ? On s'est gouré, attends. Donc petit matin, on voit une ombre. Terre en vue. Donc ça devient tout plat, c'est hyper paisible, ça tape plus. On rase un peu les côtes, on fait le moins de route possible, on passe plusieurs pointes. Et là, en passant la dernière pointe, on a notre tête de spi qui lâche au dernier moment, vraiment 10 minutes après, on a fait les spi pour la dernière fois. Et donc on se retrouve à 50 mètres des cailloux, à devoir ramener le spi en urgence. Puis on savait qu'on était vraiment pas loin de vaincre la mucoviscidose en temps qu'on pensait. On se dit merde, on va perdre parce que ça se jouait à quelques minutes près, quoi. Est-ce que tu réalises ? Non, pas bien, non. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Et on a pris beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est essentiel. Je pense qu'on a réussi à raconter une belle histoire à tous nos lecteurs. Et on espère maintenant, on encourage tous ceux qui nous ont lus pendant toute cette traversée à parrainer un enfant, à devenir à leur tour écrivain de l'histoire d'un enfant, de l'accompagner dans sa scolarité, de lui permettre de choisir sa vie. Ce serait le plus beau cadeau qu'on pourrait nous faire et faire à un enfant. Donc allez-y, n'hésitez plus. En Martinique, pour moi, c'était une double joie. De voir arriver 6e et de voir arriver avec ce bateau. Je trouve que là où l'aventure est très belle, c'est cette transmission, cette relève, ce relais que vous avez pris pour... nous, on a été qu'au Cap-Vert. Vous l'avez embarqué. On est arrivé premier au Cap-Vert. On est arrivé comme premier au Cap-Vert, c'est vrai. Mais vous l'avez emmené donc en Martinique et de façon tellement magistrale que c'est... Comme quoi, c'était pas le bateau. Hein. Exactement. On ne peut pas laisser des jeunes porter une cause et des voiles 90 mètres carrés, je crois, de visibilité extraordinaire, sans répondre un oui. Et le pire, vous savez, dans notre mission, c'est souvent la procrastination. Il y a plein de gens qui me disent « bah ouais, j'ai envie d'aider », mais qui ne le font pas. Alors si vraiment vous avez cette petite désir au cœur, je vous en supplie, allez-y, c'est maintenant. Philippe, ça fait quoi de ne pas être tout derrière ? J'ai l'impression d'être un peu parent.